Bonjour et bienvenue dans Regard sur l'actualité. Bonjour Patrick Le Yarrick. Bonjour. Alors on commence tout de suite avec l'homme de la semaine. Il s'agit de Brahim Bouharam, un jeune Marocain de 29 ans, mort noyé dans la Seine le 1er mai 1995 après avoir été agressé et jeté à l'eau par des participants au défilé du Front National. Pour la 22e année consécutive, un émouvant hommage lui a été rendu sur le pont du Carrousel à Paris. Ce rassemblement, auquel s'étaient invités Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, avait cette année une résonance particulière, comme nous le confirme Monseigneur Gaillot, un proche de la famille de la victime. On l'écoute. Alors cette année, c'est peut-être encore plus important que les autres années, c'est pour montrer de quoi est capable le Front National. Et que ce drame qui s'est passé ici, cette violence, où on a assassiné un jeune Marocain, nous dévoile un peu ce qu'est le Front National. Ça les démasque, malgré les bonnes paroles qu'on peut avoir, etc. Il est capable de ça. Alors aujourd'hui, on n'a plus peur du Front National, il est banalisé, et il faut dire qu'il est dangereux. Il n'est pas simplement dangereux au moment des élections, mais tout le temps. Il sera dangereux demain et après. Est-ce que les valeurs chrétiennes sont compatibles avec celles du Front National ? Écoutez, moi je suis scandalisé que des catholiques puissent voter Front National. Vraiment. Il y a un tel message de fraternité dans l'évangile. J'étais un étranger, vous m'avez accueilli. Pour moi, c'est pas compatible. Et vous comprenez la position des évêques de France ? Non, je crois qu'il faut dire les choses nettement. Oui, c'est oui, non, c'est non. Là, ça laisse le flou. Patrick, que vous évoque ce crime raciste ? D'abord, il a eu lieu, et il a eu lieu dans les circonstances que vient de décrire Monseigneur Gaillot, et il a totalement raison dans toutes les paroles qu'il vient de prononcer. Et donc, il faut s'en souvenir. Il faut s'en souvenir au moment de décider de son vote dimanche. Et il faut se souvenir aussi en permanence que ce n'est pas le seul crime, le seul acte contre des personnes, contre des bâtiments, contre des permanences, des partis de gauche, d'associations de défense des droits humains. C'est le cas en France, c'est le cas également à l'étranger. Et quand il n'y a pas de tels actes, il y a des actes de censure ou de privation pour des associations ou des créateurs, des associations culturelles, de créer, d'exercer ce qu'ils veulent produire, ce qu'ils veulent montrer. Dans des mairies aujourd'hui dirigées par l'extrême droite, on ferme les permanences de secours populaire et on les supprime toute subvention publique pour leurs activités au service des plus en difficulté. Et dans des municipalités dirigées par le Front National, il y a une sorte de culture décidée par le parti lui-même, c'est-à-dire on revient au temps non seulement de la censure, mais de l'obligation de créer selon un mode décidé par ce parti lui-même. Donc il faut sans cesse s'en souvenir, oui. Je vous propose maintenant une rencontre par écran interposé avec Ninon, une jeune Lilloise d'une vingtaine d'années. Elle n'a pas vécu les manifestations anti-Front National de 2002. Depuis son enfance, le FN fait partie du paysage politique et elle a toujours vu Marine Le Pen participer à des émissions de télévision. L'année dernière, Ninon s'est investie avec passion et conviction dans toutes les mobilisations contre la loi travail. Pour son baptême électoral cette année, elle a voté avec enthousiasme pour Jean-Luc Mélenchon. Présente à la manifestation du 1er mai à Paris, elle affirme son rejet du Front National, mais refuse d'utiliser l'autre bulletin de vote pour lui faire barrage. On l'écoute. Je ne pense pas qu'il faut mettre la faute sur les abstentionnistes, mais plutôt sur les personnes qui votent Le Pen. Parce que voter Macron, c'est pas forcément une solution non plus. C'est, pour moi, en tout cas, absolument pas une solution. Économiquement parlant et socialement parlant surtout. Et je conçois que les gens veulent empêcher Marine Le Pen, mais c'est pas en élisant Macron que Marine Le Pen va s'arrêter. Et c'est pas parce qu'on aura Macron que la vie sera forcément meilleure non plus. Je pense qu'il faut une large proportion de vote blanc, histoire qu'un jour le vote blanc soit reconnu et qu'on puisse justement se manifester par autre chose que par un vote contre quelqu'un. Qu'on puisse vraiment obtenir ce qu'on veut et pas voter contre une personne. Patrick, qu'auriez-vous envie de répondre à Ninon et aux jeunes de sa génération qui seraient tentés par l'abstention ou par le vote blanc ? D'abord, moi je lui réponds que je comprends parfaitement que celles et ceux qui sont contre l'extrême droite réfléchissent
et ait un problème à voter pour Emmanuel Macron. Je le comprends parfaitement. Et donc, je ne fais pas de morale ni de leçon à qui que ce soit. Chacun fera comme bon lui semble. Seulement, nous sommes dans un système institutionnel avec une méthode de calcul. Et cette méthode de calcul fait que quand on est contre l'extrême droite et que le jour de l'élection, on vote blanc ou on s'abstient, ça ne fait pas un vote contre l'extrême droite. Au contraire, ça consolide plutôt ce côté-là. C'est un problème et il faut l'affronter. Et on ne peut pas l'affronter en passant ou en contournant ce problème aujourd'hui. Moi, je préconise plutôt d'utiliser le vote, non pas de voter pour le programme d'Emmanuel Macron, même pas de voter pour lui, mais d'utiliser ce bulletin-là comme un bulletin de barrage à l'extrême droite. Car il n'est pas indifférent que l'extrême droite soit à 10, à 20, à 25 ou à 40%. Chacun voit bien que ce qui est en jeu, c'est aussi demain. On ne peut pas accepter que la chef de l'extrême droite soit la chef de l'opposition à M. Macron demain, car si elle est l'opposition à M. Macron demain, ça poussera M. Macron encore plus à droite parce qu'il n'aura précisément pas de barrage de l'autre côté, il n'aura pas de mouvement populaire de l'autre côté qui l'empêcheront de glisser vers la droite. Or, ce que nous voulons obtenir, c'est qu'il y ait une majorité autre à l'Assemblée nationale, qui soit une majorité de gauche de combat, une majorité de gauche qui va empêcher la mise en œuvre des orientations européennes que préconise M. Macron, et lui-même aurait dû faire un geste. Il aurait pu le faire le 1er mai, nettement. Il aurait pu le faire lors du débat, il aurait pu le faire encore ce jeudi et ce vendredi lors de ses interventions radio ou télévision. Il aurait dû reconnaître que de 23% pour aller à 50%, il y a de nombreuses électrices et d'électeurs qui vont faire un geste d'utilisation de son bulletin sans approuver son programme, mais justement, il devrait leur dire, eh bien, je comprends le message, je comprends que je n'ai pas de majorité à moi tout seul. Pour avoir une majorité, il faut que je prenne des idées des autres et donc je créerai les conditions de cette discussion-là. Et il y a des choses que je ne ferai pas. Par exemple, je ne gouvernerai pas par ordonnance. Par exemple, je ne mettrai pas en œuvre le traité avec le Canada. Par exemple, je n'irai pas à nouveau réformer négativement la loi travail parce que je sais qu'il y a 70% des gens qui étaient déjà contre la loi de précarité du travail. Par exemple, je vais mener un débat de fond sur une manière autre de répartir autrement les richesses et aussi une manière autre de les produire dans un cadre de transition environnementale. Il ne fait aucun de ces gestes-là. Il reste dans son couloir en disant que les gens, ils approuvent son programme. Ce n'est pas le cas. Même pas au premier tour. Déjà au premier tour, des gens ont voté pour lui pour empêcher Marine Le Pen d'être la première. Et c'est tant mieux qu'elle ne soit pas la première. Mais il doit tenir compte du pluralisme, de la diversité qui s'exprime dans notre société. Après tout, s'il prétend être le président de la République, elle est diverse, il y a des opinions diverses, des corps sociaux divers, des aspirations diverses, et il doit en tenir compte et en faire une synthèse, et non pas rester dans les clous de la politique unique qu'il mettra en œuvre et qui sera la copie conforme des grandes orientations économiques et politiques que préconise la Commission européenne. On va maintenant à la rencontre des employés de Tati qui battent le pavé pour ne pas se retrouver sur le carreau. La célèbre enseigne à bas prix vient d'être placée en redressement judiciaire. Très en colère, les salariés qui ont appris la nouvelle dans la presse et n'ont pas touché leur salaire d'avril manifestaient ce jeudi matin devant le magasin Barbès où sont basés 90 des 1700 emplois menacés dans toute la France.
On écoute Nicole Cogé, la déléguée syndicale CGT du magasin de Barbès, ainsi que des élus venus apporter leur soutien. Là, il y a un stress total, c'est normal, parce que là, l'enjeu est vraiment important. Très important, parce que là, c'est pas par plaisir qu'on fait ça. Nous avons 1700 salariés qui sont, voilà, on est dans l'attente, on n'a aucune réponse ferme. Que c'est de potentiel, suspension, que des mots comme ça, nous on veut la vérité, la vraie vérité. Et de dire, nous aujourd'hui, nous sommes là pour sauver nos emplois, c'est la priorité. Alors nous, on nous raconte des potentiels repreneurs, mais jusqu'à aujourd'hui, c'est que par la presse qu'on apprend leur nom. La direction ne nous a jamais dévoilé le nom des repreneurs. 1200 salariés, soi-disant, qui vont être repris, ça, là, on n'y croit pas du tout. Nos salaires sont en suspens, tout est en suspens. Alors aujourd'hui, nous demandons une réelle vérité. Nous voulons savoir ce que nous allons devenir demain. 700 salariés de licenciés, on nous l'a mis sous le... Voilà, ça c'est les mots. Nous aujourd'hui, on veut des écrits de la part de la direction. Nous attendons des écrits, parce que ça fait 3 mois qu'ils nous mènent en bateau. Aujourd'hui, nous disons stop, nous demandons la vérité. Ce qu'on va devenir, c'est normal qu'on soit inquiet. Nous sommes inquiets pour notre avenir, pour notre travail. Okay? Aujourd'hui, nous avons des dimanches pour aller voter. On ne parle pas de Tati. Moi, je suis désolée, Tati, c'est national. Lorsqu'on dit international, nous sommes partout Tati, c'est un grand mot. Tati a été créé bientôt au mois d'août, ça va faire 70 ans. Nous aimons notre travail. Nous ne sommes pas restés chez Tati par plaisir. Nous ne sommes pas restés chez Tati en disant on n'a pas le choix. Non, nous sommes restés chez Tati parce que nous avions un avenir, nous avons notre salaire en sécurité. Aujourd'hui, elle n'est plus. On n'est plus en sécurité. Alors nous demandons des explications fermes, écrites. C'est tout ce qu'on demande. Ça fait 3 mois qu'on nous balance. Nous sommes pires que le Titanic. Le Titanic, au moins, ils ont su qu'ils allaient couler. Mais nous, aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'on va devenir. Alors aujourd'hui, nous demandons la vérité. On arrête de nous mener en bateau, de nous balader. Aujourd'hui, nous disons stop. La vérité, c'est tout. Ce qu'on va devenir. Tati Barbès, c'est une institution dans l'arrondissement, dans le 18e arrondissement. À la fois parce qu'ils proposent des produits à bas prix et puis parce qu'il y a 90 emplois dans ce Tati. Au niveau national, Tati, c'est 1700 salariés. Et les salariés, ils ont appris dans la presse des plans de reprise de leur enseigne. Ils sont maintenant mis en redressement judiciaire. Et résultat, ils ont appris au dernier moment que leur salaire d'avril allait être payé autour du 11 mai. C'est une catastrophe pour payer les loyers, pour payer la cantine. Voilà, ça met des familles en difficulté. Donc moi, je suis là aujourd'hui pour soutenir les salariés et pour demander à ce qu'on garantisse la sauvegarde des emplois dans le cadre des transferts d'entreprise. C'est un peu symbolique cette circonscription, puisque vous savez que la ministre du Travail, Myriam El Khomri, se présente sur cette circonscription. Or, la loi qu'elle a fait passer, qu'elle a imposée l'année dernière, permet dans le cadre de reprise d'entreprise, facilite le fait de supprimer des emplois ou de changer les contrats de travail. Et donc on est vraiment au cœur des questions qui nous ont animés l'année dernière sur la question du code du travail et de la préservation des emplois. On ne peut pas imaginer que Tati Barbès disparaisse. C'est une enseigne qui est très symbolique pour le quartier, qui symbolise une part du pari populaire auquel on est attaché. Puis il y a aussi le sort des salariés derrière qui se joue. Et nous sommes depuis le départ aux côtés des salariés qui se mobilisent. Ce sont des femmes qui travaillent ici depuis souvent très longtemps, qui se sont données pour cette enseigne. Et il faut qu'on évite à tout prix les suppressions d'emplois dans ce quartier. Alors, Patrick, que penser de l'attitude du groupe Eram, propriétaire de Tati, qui, sous prétexte d'une dette de 5,7 millions d'euros qui n'existait pas il y a un mois, tente d'échapper à ses responsabilités sociales et fait financer le plan de licenciement par l'État et donc par les contribuables? Nous avons ici une nouvelle démonstration, malheureusement, du fait qu'on peut diminuer tant qu'on veut ce qu'on appelle les cotisations sociales. C'est pas ça qui permet de préserver l'emploi, c'est même le contraire qui est en train de se produire. Ce groupe a bénéficié du CICE de à peu près 20 millions d'euros. C'est pas ça non plus qui les conduit à préserver l'emploi. Or, de deux choses l'une, soit qu'ils maintiennent ce plan dans ces conditions-là, soit qu'ils remboursent le CICE, soit qu'ils remboursent toutes les sommes du CICE qu'ils ont empochées, parce qu'on ne peut pas, avec de l'argent public, continuer à détruire notre potentiel industriel ou commercial, dans le cas qui nous préoccupe, et à mettre des gens au chômage en les jetant comme des éponges, comme ils le font. Donc il faudrait quand même urgemment que l'État
fasse valoir le point de vue de l'intérêt général là-dedans, demande les comptes exacts, voir si la filiale Tati est vraiment en difficulté et si elle produit des déficits, auquel cas il faut regarder. S'il y a vraiment des déficits, eh ben, il faut trouver le moyen via des systèmes de crédit, voire des crédits bonifiés, pour aider au maintien de l'enseigne. Il faut l'aider territorialement, mais il faut aider aussi à maintenir l'emploi et le service qu'il rend, y compris peut-être aider à la modernisation. Moi, je ne suis pas un spécialiste, donc je ne vais pas me prononcer là-dessus, mais en tout cas, il y a une multitude de choses à faire. Peut-être qu'il y a de la recherche-innovation à faire, il y a peut-être des formations à faire pour les salariés. En tout cas, on ne peut pas laisser dans le silence, fermer des enseignes dans le cœur de Paris populaire et détruire peu à peu nos équilibres territoriaux et quelque part un petit peu de notre vie et surtout de la vie de ces familles de salariés. On se rend maintenant aux États-Unis où des condamnés à mort ont été exécutés à la chaîne dans l'Arkansas. Alors qu'aucune exécution n'avait eu lieu depuis 2005 dans cet État du sud du pays, 5 hommes ont subi une injection létale en l'espace de quelques jours fin avril. Il s'agissait ni plus ni moins que de liquider les stocks d'un produit utilisé pour ces injections avant leur date de péremption. Le gouverneur républicain de l'Arkansas a pour sa part justifié ces exécutions rapprochées du fait d'une incertitude quant à la disponibilité dans l'avenir d'un des produits du cocktail utilisé pour donner la mort aux condamnés, le midazolam, un sédatif dont la fourniture est remise en cause car il provoquerait une mort douloureuse. Alors Patrick, que vous évoque cette histoire dramatique qui se passe quand même dans un pays qui prétend donner des leçons de démocratie au monde entier? Il n'y a pas tellement de mots pour qualifier ça, c'est cyniquement criminel. C'est-à-dire pour écluser des stocks d'un poison, on va mettre à mort des individus en ce siècle, alors que nous devrions être dans un siècle de progrès, dans un siècle d'humanisme. Donc je crois que le combat pour qu'il n'y ait plus la peine de mort, ni là, ni nulle part au monde, doit reprendre de la vigueur. On ne peut pas laisser faire cela, on ne peut pas laisser faire des crimes comme cela. Il faut maintenant passer à un nouveau degré de notre civilisation, et le nouveau degré de notre civilisation, c'est d'une part cesser de faire ça, et d'autre part décider partout qu'il n'y ait plus la peine de mort. Je vous emmène maintenant au festival La Voix est libre, qui se tient à Paris jusqu'au 13 mai. Né entre les deux tours de la présidentielle de 2002, ce festival invite des musiciens, danseurs, acrobates, poètes, scientifiques et penseurs à créer ensemble contre le clivage des genres et des identités humaines. Exilés d'hier et d'aujourd'hui, leurs mots, leur musique, leur danse sont autant de sources de vitalité, de paix et de résistance, comme le souligne son fondateur et les artistes que nous avons rencontrés en répétition. Les religions, la multitude des religions, des ethnies, c'est une richesse. C'est pas une faiblesse qui doit nous séparer l'un de l'autre. Au contraire, c'est une richesse humaine énorme. Et je crois que c'est l'issue de toutes les civilisations successives dans cette terre. On a toujours été finalement pour moi un festival de combat, pas dans le sens où on combat quelque chose, dans le sens plutôt où on se bat pour quelque chose qui malheureusement manque cruellement au discours d'aujourd'hui, politiquement parlant, médiatiquement parlant, et c'est justement cette célébration de la rencontre et du dialogue entre les cultures, entre les genres, qui fait justement que les gens ont une identité forte. Une identité forte, c'est une identité qui est capable de voyager sans se perdre, qui est capable d'improviser en puisant dans ses racines, et bien sûr d'enrichir le langage de chacun avec l'apport d'autrui. Voilà, c'est ça une identité forte. Le reste, c'est mortifère, c'est ce qui pourrit sur place, c'est ce qui se dessèche, d'être figé et replié sur soi-même. Donc bien sûr, ça c'est la vie, c'est l'art, c'est la musique, mais en disant ça, je parle aussi d'une politique de la vie qui est complètement l'opposé, bien sûr, du Front National, etc. Donc bien sûr, on est dans un combat. On est dans un combat pour la vie, pour la liberté, pour la joie, qui s'oppose
à ce délire mortifère du nationalisme, du fanatisme, etc. C'est tout simple en fait, c'est de dire que d'accord, ils sont réfugiés de ça, mais ça reste des artistes, ça reste des êtres humains. Ils sont en France, donc quelque part c'est aussi un honneur pour nous de les recevoir, d'être en contact avec eux et aussi de les célébrer, quoi, de leur donner la voix, de leur donner de l'attention, du partage, de la joie, du respect, tout ça. Mais c'est sûr qu'on creuse la névrose collective à coups d'images, à coups de c'est comme s'il y avait une énergie qui voulait vraiment séparer les gens, quoi. Donc cette énergie-là, elle est très puissante, effectivement. Elle s'incarne dans le Front National et dans d'autres choses aussi. Mais justement, il faut d'autant plus tranquillement nourrir ce qui rassemble les gens, quoi. C'est d'autant plus important et simple à faire. Enfin, pour moi, c'est la seule réponse possible au terrorisme. La seule réponse possible au terrorisme, c'est pas l'état d'urgence, c'est pas les CRS qui tabassent les gens dans la rue, c'est pas les militaires qui se baladent avec des kalachnikovs dans les rues de Paris, c'est la poésie. Et c'est de créer des ponts et de soutenir tous ceux qui résistent de toute leur force à l'intégrisme, à l'islamisme, aux extrémismes, quels qu'ils soient, à la dictature. Et ils sont nombreux. Et malheureusement, les médias français n'en parlent jamais. Moi, je suis très très en colère contre Canal+, contre TF1, contre France Télévisions, qui est fasciné par les terroristes et qui ne nous parle jamais des invités de Blaise Merlin dans La Voix est libre depuis des années, qui sont des gens qui sont les vrais résistants. Et je pense qu'il faut donner la parole aux résistants et pas aux terroristes. Et aujourd'hui, c'est pas le cas dans les médias français. À l'écoute de tous ces gens-là qui viennent de parler, on se demande si on a bien conscience aujourd'hui en France, à la veille du second tour de l'élection présidentielle, de la formidable richesse que représentent tous ces artistes qui ont choisi notre pays. Oui, je crois qu'il y a une méconnaissance. Et sans doute, ceci n'est pas promu. Cette diversité est loin d'être promue. Malheureusement, une des réalisatrices ou artistes vient de le dire, dans les grands médias aujourd'hui, quand vous avez des émissions musicales ou des émissions de chansons, voire même du théâtre parfois, sur nos chaînes de télé et sur les radios, c'est toujours les mêmes. Il n'y a pas ce grand large de la diversité qui fait que nous sommes un pays riche de tout cela. Et ceci provoque quoi ? Ce manque d'altérité, ce manque de lien avec l'autre, ce manque de promotion des cultures diverses qu'on a au pied de notre immeuble, bien souvent, qu'on a dans la ville, qu'on a dans le métro, qu'on voit fleurir partout, mais qu'on ne montre pas en cohérence, en résonance avec tout ce qui se fait par ailleurs, nous handicape terriblement, nous fait avoir des sortes parfois des petits kystes mentaux, parfois des retards sur ce qui se passe, pas seulement sur la connaissance, sur la manière d'imaginer l'avenir. Et ça, c'est très desséchant. C'est un peu contre la vie elle-même. Et ça produit des postures. Moi, j'ai horreur des postures. Et j'ai horreur des postures, pas seulement pour les autres, aussi de mes amis. Quand je vois mes amis qui sont dans la posture, qui ne sont pas dans la complexité, qui ne sont pas dans l'altérité, quand ils ne sont pas dans la compréhension de l'autre, dans la main tendue, que permet justement la musique, la poésie, la peinture, le théâtre, le cinéma et tous les arts, je suis malheureux parce que je dis rester sur un bord de la rive sans jamais vouloir bouger, sans jamais vouloir faire le petit pas sur le pont qui nous permettrait de mieux nous comprendre et de s'enrichir soi-même, ça me rend malheureux. Je dis, qu'est-ce qu'on pourrait être plus fort? Qu'est-ce que ça pourrait être formidable si on créait ensemble, si on se mélangeait en quelque sorte? Et ça, c'est un gros problème. Il ne faut pas le sous-estimer, et je le dis un peu aussi pour moi, parce que tous les jours, on est confronté à ces problèmes-là. Quand on doit faire un journal, ce journal qui a ce si beau titre de l'humanité, qui doit donner à toutes les intelligences libres les moyens de comprendre par elles-mêmes les événements du monde, comme l'a dit Jaurès dans son premier éditorial, eh bien, tous les jours, je me dis, faisons-nous bien cela, car c'est cela qu'il faut faire
de telle sorte que chacune et chacun puisse après décider en toute connaissance de cause. Ça n'empêchera pas qu'on puisse se tromper, ça n'empêchera pas qu'il faudra revenir, qu'il faudra se reparler, mais au moins faisons tout ça. Et en tout cas, il est bien qu'il y ait des festivals comme cela. Et à la Fête de l'Humanité, nous promouvons chaque année des initiatives comme celle-là, mais à cette Fête de l'Humanité qui risque d'être particulière à cause de la situation générale, il faudra encore plus aller dans ce sens-là, le sens de l'altérité. Bref, ça a un mot, c'est le sens de l'émancipation humaine, l'émancipation individuelle. Merci Patrick Le Yarrick. Merci. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Regard sur l'actualité.